Paris, c'est que ces moments de convivialité qui nous permettent de pas juste arriver dans un endroit, on écoute quelqu'un et on repart, c'est que ça vous permet de vous rencontrer vraiment, de tisser des liens un peu neufs et de se dire, eh ben, on n'est pas juste très content, on a consommé une conférence, on s'est fait plaisir, on est reparti, ou alors on a consommé une conférence, on a écouté Guillaume, on est paniqué, on est reparti. Mais c'est comment ce que... On est parti. Oui, voilà, mais en tout cas, on peut commencer à initier quelque chose ensemble, ici et maintenant, parce que les personnes avec qui on a mangé, c'est des gens avec qui on a vraiment tissé quelque chose à l'instant où on était ensemble. Un petit mot encore, Guillaume est venu avec quelques ouvrages que vous trouvez à l'accueil. Il y a quoi? Il y a le cahier du post-urbain, tes 3 ouvrages. Ouais. Ouais, le manifeste. Métropole barbare et Renaissance urbaine. Voilà. Donc vous pourrez, en plus comme il est là, il sera peut-être d'accord pour vous faire une petite dédicace. Voilà. Et on va... Il est un peu plus de 21h. Moi, je vous propose qu'on se fait là jusque 22h30, donc quasiment 1h30. Et après, on va ranger tranquillement, etc. Amandine, évidemment, tu pars quand tu veux. Gaëtan aussi, au besoin. Je ferai la remise au propre. Je suis persuadée que j'aurai quelques volontaires pour pas me laisser ranger la salle et tout ça toute seule. Juste pour ceux qui ont mangé, la caisse c'est là-bas. Ouais, ceux qui ont dîné. Et... On va initier tout doucement. On souhaitait que ce moment soit un moment où on ne fait pas comme d'habitude. On n'entend que 2 personnes parler et après on pose quelques questions. On va l'animer de manière un peu plus fluide. Ils vont introduire le propos de l'endroit où ils sont. Marc va présenter quelles sont ses délégations, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, en tout cas pour la ville, avec la ville et avec nous. Donc déjà un grand merci à lui d'être ici ce soir. Il va discuter de quelque chose qui est difficile, puisqu'il va discuter avec Guillaume, qui va lui expliquer en quoi les métropoles, dont il est élu, font partie du problème, ne sont ni adaptées, ni même adaptables en fait aux enjeux climatiques et aux problèmes socio-environnementaux qui nous attendent. J'en dis pas plus, je passerai comme ça, il y a un petit micro, on verra avec Serge comment organiser. Ce temps est enregistré. S'il y a des gens qui ne veulent pas apparaître, en réalité, en vidéo, il y a surtout cette partie-là qui va être prise. Et le reste, ça sera en audio. Il y aura des petites photos, des choses comme ça. S'il y a des gens qui ne veulent pas apparaître sur la vidéo, signalez-nous tout à l'heure auprès de Serge. Voilà. Eh bien, Marc, je te laisse commencer, puisque d'une certaine manière, c'est toi notre hôte. En tout cas, c'est la ville de Strasbourg. Ok. Donc moi je m'appelle Marc Offsès, je suis adjoint à la maire de Strasbourg depuis 2020, en charge de la transformation écologique du territoire, donc notamment toutes les questions liées à la biodiversité et à l'énergie, au plan climat. J'ai aussi une fonction à l'Eurométropole en charge de la transformation énergétique du territoire. Et je suis référent dans mon quartier de naissance, la Robertso, Wacken. Mon parcours, rapidement, comment je suis arrivé là. En fait, je suis juriste de formation, Sciences Po à Strasbourg, droit de l'environnement. Vous pouvez parler plus fort si vous Ouais, pardon. Donc ma formation Sciences Po à Strasbourg, droit de l'environnement. Ensuite, j'ai entamé une carrière qui est assez linéaire en termes de thématiques et de contenu, autour des questions d'environnement, d'aménagement du territoire, de développement local, voilà. Grosso modo, j'ai passé 20 ans, et ça rejoint déjà un peu le thème qu'on va aborder, j'ai passé 20 ans à travailler dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, donc, qui est la partie septentrionale du massif vosgien, entre Saverne et Wissembourg, avec le pays de Bitche, et dont j'ai été le directeur pendant 14 ans. Je finis mon parcours et puis après j'aborderai mon passage au parc des Vosges du Nord, parce que ça a un lien direct avec la thématique qui va nous suivre ce soir. Ensuite, j'ai rejoint le cabinet de Roland Ries en 2008 en tant que conseiller environnement pendant un mandat, et ensuite en 2014 j'ai rejoint la ville d'Illkirch-Grafenstaden, là aussi pour diriger le service environnement avec Jacques Bigot, avant d'être élu en 2020 à Strasbourg.
Ce parcours professionnel, il s'est complété d'un parcours associatif, Alsace Nature, notamment en particulier la grève contre la faim, contre la faim du GCO, enfin voilà, la grève de la faim contre le GCO, faim F-A-I-M, pas F-I-N, F-A-I-M, et puis un engagement aussi, j'ai été président d'Abribus dans les années 2005-2006, en première décennie du siècle. Et puis, je pense que c'est bien que tu expliques ce que c'est qu'Abribus. Abribus, c'est une association qui s'occupe de préparer, distribuer des repas dans un bus. Voilà, c'est une association qui fait des tournées 3 fois par semaine. Quand j'y étais, on préparait et distribuait 200 repas par tournée. Là, aux dernières nouvelles, ils sont à 700-800 repas par tournée. Donc autant dire que le lien qu'on pouvait établir avec les bénéficiaires ou les convives à ces repas, effectivement, qui est encore possible à mon époque, ne l'est plus guère aujourd'hui. Et puis un petit parcours aussi familial, puisque on a relevé quelques défis en famille. On a vérifié que, par exemple, le zéro déchet était possible, donc on a fait un petit défi, une année zéro déchet. Alors j'en arrive à mon passage au Parc des Vosges du Nord. Le Parc des Vosges du Nord, c'est, je le disais tout à l'heure à Guillaume, les parcs naturels régionaux en France, c'est, je crois, le seul instrument qui est censé organiser la solidarité entre des territoires ruraux et leurs villes et métropoles voisines. Donc il se trouve que quand le parc naturel régional des Vosges du Nord a été créé en 1975, la ville de Strasbourg, aussi la ville de Metz, de Sarreguemines et de Haguenau, ont participé à la création jusqu'à devenir membres fondateurs contractuels du syndicat de communes intercommunales qui gère et anime ce territoire parc naturel régional. Et ça, c'est une idée intéressante parce que elle était justifiée par le constat du déséquilibre entre un territoire rural et ses villes environnement. Déjà un constat de prédation. Et donc le fait que Strasbourg devienne ville périphérique, retenez ce terme, ville périphérique du parc des Vosges du Nord, c'était une sorte d'inversion du regard. C'est-à-dire que la ville devenait périphérique du territoire rural. Petite commune, hein. Voilà, ça va de 5000, c'est des communes, ça va de mémoire 5000 habitants, la plus grosse, et la plus petite, 90 habitants, Innsbruck. Et l'idée de ce lien, c'était ça. Et donc, on pourrait dire que c'est intéressant que cette solidarité soit organisée dans un syndicat, etc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte, et je me suis très vite rendu compte en tant que directeur du parc des Vosges du Nord, que la relation à Strasbourg, mais aussi à Metz ou à Sarreguemines, à la ville, a fortiori une métropole comme Strasbourg, était quasiment impossible. Pour quelle raison ? Parce que Strasbourg c'est la capitale, parce que Strasbourg c'est la métropole, parce que tout se passe là-bas, et que organiser une forme même de dialogue entre un territoire rural qui est confronté aux problématiques qu'on connaît, aux problématiques qui se sont pas améliorées, aux problématiques de maintien de la vie simplement dans les villages et les communes, alors qu'à Strasbourg tout se passe là-bas, c'était extrêmement difficile. Et en 2008, il se trouve que je suis passé de l'autre côté. Et je me suis dit, bon, voilà, chic, maintenant, on va pouvoir travailler Strasbourg pour que Strasbourg s'intéresse un peu plus aux Vosges du Nord, à son territoire voisin Vosges du Nord. Et je racontais l'anecdote à Guillaume tout à l'heure, le premier entretien que j'ai eu avec le maire de Strasbourg, à l'époque, Roland Ries, sur cette question, en lui expliquant ce que c'était que le parc naturel régional de Vosges, que la cotisation et la somme que la ville de Strasbourg verse annuellement
au parc, et je crois que c'est, de mémoire, je crois que c'est une dizaine de centimes d'euros par habitant, c'est comme ça que c'est calculé, hein, c'est rapporté c'est une contribution par habitant, n'était pas une cotisation. C'est pas une cotisation où on délibère tous les ans, on la donne pas, hein. C'est pas une aide, c'est une contribution obligatoire, statutaire, et que pour ne plus la verser, il fallait que Strasbourg sorte du syndicat. Décision gravissime et lourde qui n'a pas été prise. Et je me souviens toujours que la délibération annuelle que la ville de Strasbourg prenait, c'était une délibération où on votait à la fois la contribution au parc des Vosges du Nord et la contribution aux eaux de l'orangerie. C'est la même délib. Et je dis, mais c'est quoi ce truc, quoi. Bon. Et donc je vais voir le maire et je lui explique que non, attends, voilà. Et il me dit, et je lui explique que Strasbourg est ville périphérique. La réaction de Roland Ries, vous pouvez l'imaginer, c'est Strasbourg périphérique. Comment ça, nous on est capitale des droits humains, on est capitale de Noël, maintenant on est capitale de l'amour même, on est capitale de tout, et comment on peut être périphérique de quelque chose. Et ça, c'est une remarque qu'il m'a faite, hein, texto. Et je me suis dit, ouais, le chemin va être long. Et donc on a réussi à organiser quand même quelques trucs, des actions concrètes de partenariat. Je vais en citer deux. On a fait venir à Strasbourg des bovins rustiques, les bovins poilus cornus que vous pouvez croiser à la Robertso, hein, en train de pâturer pas loin du Cygne de Bussière. Voilà, ça c'est des bovins qui viennent des Vosges du Nord. Prédation. Prédation. On prend une solution qui marche dans les Vosges du Nord pour l'importer et résoudre un problème de la métropole. Le deuxième exemple, c'est le marché paysan, Place Kléber. On s'est dit, bah oui, ça va vachement aider les producteurs locaux des Vosges du Nord, qui avaient l'habitude de faire des marchés locaux sur leur territoire, transfrontaliers, franco-allemands, très bien, super, pour vendre leurs produits directement issus aux habitants. On s'est dit, ouais, ça va vachement les aider de voir ce que ça peut donner en vendant leurs produits à Strasbourg. En 2 heures, ils avaient tout vendu. Et donc, cet exemple illustre aussi des fausses idées. Considérer que les territoires ruraux ont besoin de la métropole pour vivre ou se développer. Très mauvaise idée. L'exemple des produits locaux, ça montre bien que si les producteurs locaux des Vosges du Nord, fromage, miel, viande, enfin, toutes sortes de produits là-bas, si on les met au contact des marchés et de la demande de la métropole, c'est leur demander par conséquent de s'accroître, de s'industrialiser, de se regrouper en coopératives, etc., pour répondre à une demande qui est somme toute fictive. Et c'est briser une forme d'équilibre qu'elles ont trouvé en s'adressant simplement à leurs habitants de leur commune et leur ville. Et donc, c'est des expériences intéressantes parce que ça illustre bien le fossé qu'il y a entre les territoires ruraux et les territoires et les métropoles, et la métropole strasbourgeoise. Alors, ce que je raconte là, c'est vrai pour tous les parcs. Il y a une 50aine de parcs naturels régionaux en France. C'est vrai pour tous ces territoires. C'est vrai, tous les territoires de parcs ont du mal à construire une relation de réciprocité avec leur ville dite périphérique et a fortiori quand ce sont des métropoles. Plus de 500 000 habitants. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que dans mon parcours, en 2020, je suis devenu adjoint à la maire, et c'est moi qui, en tant qu'élu, vais désormais siéger dans les instances du parc. Alors voilà, la boucle est carrément bouclée, parce que maintenant, j'ai même, en tant qu'élu, une capacité, presque, qu'on peut imaginer plus forte. Et, évidemment, j'ai construit assez rapidement ce qu'on appelle un contrat de réciprocité. Donc c'est un document, on a échangé, et on s'est rendu compte de notre communauté d'intérêt. On a une vraie communauté d'intérêt, on parle des mêmes sujets. Entre élus, il y avait des groupes de travail, et on s'est rendu compte qu'on parlait des mêmes sujets. Énergie, alimentation, agriculture, services publics, habitat,
logement, biodiversité, accès à la nature, accueil du public dans les milieux naturels, protection de la nature. On a les mêmes sujets. Sauf que c'est des sujets en miroir, C'est des sujets et on a du mal, nous, ici à Strasbourg, à se dire que si nous, métropole, on contribué à un certain nombre de projets pour maintenir la vie dans ces territoires, on aurait peut-être moins de charges dites, ce qu'on appelle des charges de centralité, voilà. Et l'exemple le plus frappant, c'est les mobilités. Mais bien sûr, puisqu'on a construit des territoires dortoirs, où la vie et où l'accès au logement reste abordable facilement, mais à quelles conditions? Et on a dit que c'est à Strasbourg que tout se passe. Les activités culturelles, l'emploi, toutes les aménités se passent à Strasbourg. Et bien évidemment, ça n'a pu que jeter les usagers, enfin les habitants et habitantes de ces territoires sur les routes pour venir matin et soir travailler, venir, voilà. Voilà, ça c'est le cadre est posé, je sais pas, hein, Guillaume, mais voilà, c'est mon expérience très concrète, professionnelle. Alors ce contrat de réciprocité, il va vivre. Là, on a un premier, on va commencer et j'insiste sur le mot réciprocité. Et par exemple, on est en train de travailler sur la stratégie énergétique, c'est mon domaine, c'est un domaine sur lequel je travaille, et de se dire, voilà, comment on va chauffer la métropole en 2050. Vous savez que la géothermie, pendant quelques années, c'est pas un sujet, c'est plus un sujet, donc il faut bien que... Et donc, oui, bien sûr, la biomasse. Il y a d'autres sources de chaleur, mais la biomasse, le bois, chaufferie bois et tout ça. Et une des orientations qu'on a données, que j'ai données, c'est que la ressource biomasse avec du bois qui viendrait 100 km à la ronde, donc qui viendrait des Vosges du Nord, qui viendrait du massif vosgien, que cette ressource biomasse soit la dernière qu'on va mobiliser pour nous chauffer. Donc on a réduit, dans la stratégie 2050, dans les objectifs, on a réduit la part de la biomasse pour chauffer nos logements en 2050. En disant, la biomasse, c'est con de brûler du bois dans l'absolu, de façon industrielle, parce que c'est dégager, c'est renvoyer le carbone dans l'atmosphère, c'est déjà ça. 2, ça contribue à la pollution atmosphérique, hein, les particules fines et tout ça, donc ça, c'est pas forcément bon pour la qualité de l'air. 3, on ne sait pas ce que sera la ressource bois, hein. Tout le monde nous dit, on ne sait pas dans les 20 années comment vont évoluer nos forêts, donc attention, prudence. Et 4, surtout 4, on va laisser la solution biomasse aux communes qui en ont besoin, aux vallées vosgiennes notamment. À Schirmeck, ils n'ont ni la géothermie, ni les chaleurs de récupération, ils n'ont pas les usines sur lesquelles on peut se brancher pour récupérer la chaleur qui s'évapore, genre les aciéries de Kehl. Voilà, ils n'ont pas cette solution, parce qu'il n'y a plus d'usine, il n'y a pas d'usine. Voilà, et donc, par contre, la biomasse, là, ils l'ont, à côté de chez eux, dans leur vallée. Et donc, on va faire le choix, et on va affirmer que la biomasse, elle est réservée, en proximité aux communes qui en ont plus besoin que nous. Et nous, on va mettre en œuvre d'autres solutions pour décarboner nos systèmes de chauffage. Voilà j'espère pas avoir été trop long, mais pour cadrer un peu peut-être le débat, et je serai évidemment très, très heureux d'échanger avec Guillaume et avec vous sur ces problématiques, comment surtout les surmonter. Jean Breil. Du coup, moi je suis enseignant-chercheur à Lyon. Je suis géographe et politiste de formation. Et ça fait 25 ans que je travaille sur les problématiques environnementales. Je viens plutôt d'une recherche sur les conflits d'aménagement pour cause environnementale. Donc plutôt des paroles habitantes qui sont un peu remontées contre des projets qui ont à peu près aucune utilité. Voilà ce que j'ai emmagasiné comme enquête pendant une quinzaine d'années pour s'apercevoir que tout simplement la citoyenneté est annoncée, la démocratie participative officierait. Et en fait, c'est une démocratie qui n'a jamais rien changé. On est dans une démocratie d'élevage, voilà. Et que se pose le rapport aux institutions et aux politiques aujourd'hui.
Et c'est de là que je vais repartir, puisque c'est plutôt l'entrée que je mobilise sous l'angle écologique et l'écologie politique pour traiter des phénomènes métropolitains. En fait, ce que tu décris me semble être assez représentatif d'une fuite en avant. D'une fuite en avant institutionnelle et politique, d'une quête permanente de solutions à des choses qui remontent à bien plus longtemps et qui sont marquées culturellement d'une symbolique de puissance, d'une logique d'empire que sont les métropoles sur l'entièreté des territoires. La déprédation, la domestication, tout le vivant est en train de passer par trépas par une logique asymétrique entre des métropoles surpuissantes et des territoires adjacents qui ont été asservis des siècles durant et qu'on voudrait dorénavant remobiliser comme amis. Plouf plouf. Oublions l'histoire, on est amis pour la vie. Alors la capitale du bonheur, très bien, mais à un moment donné... Ah, on n'est pas encore capitale du bonheur. Non, mais ça va venir. Mais ça peut venir. C'est une bonne idée. C'est On va parler en collègue en charge du tourisme. Très bien. Parce qu'on cherche d'autres labels. On est capitale de l'amour et encore du bonheur. C'est juste après, quoi. Alors, du coup... là, à mon avis, il faut être au clair, de mon point de vue, sur quel est l'enjeu et les problèmes qui sont posés pour voir à ce point-là des institutions qui sont en quête de solutions, mais peut-être pas dans l'orientation qui devrait être privilégiée. L'état du problème, c'est que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, il en sort toutes les semaines, mais vous avez 19% de la population mondiale qui vit dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton. Voilà. Vous avez 74% d'une population mondiale qui en 2100 vivra des canicules mortelles de 4 semaines à 4 mois par an. Je le redis, 19% de la population mondiale vit dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage nappes phréatiques. Alors on croyait que c'était limité à Jakarta, Nairobi, Téhéran, Mexico, donc c'était un peu éloigné, très exotique. Bordeaux vient d'entrer dans la danse et New York l'a appris il y a 6 mois. Donc ça veut dire qu'on est quand même là arrivé dans un moment écologique de nos habités qui est un peu tellurique. D'accord ? C'est-à-dire que, tout simplement, le sol se dérobe sous nos pieds. C'est un peu embêtant pour habiter. Enfin, je ne sais pas si pour vous vous déplacez, mais ça peut être un petit sujet quand même, d'ordre politique. Et on voudrait nous faire croire que retisser des liens avec un PNR, à un moment donné, va être la solution au problème qui nous est posé. Voilà. Moi, là, j'ai quelques doutes sur l'envergure des réponses apportées à l'état écologique dramatique que l'urbanisation généralisée a en fait créé. Voilà. En fait, la métropolisation du monde, c'est la dette première de l'humanité aux vivants. Voilà. La métropolisation, c'est des conditions de vie qui vont devenir proprement invivables. Voilà. C'est des manières d'être qui ont une particularité. C'est là peut-être la différence entre les campagnes qui ont été asservies et les villes grandissantes. C'est de nous faire croire qu'on peut grandir avec ces choses-là. C'est la longue épopée des villes. La métropole, c'est la ville-mère. Ça remonte à quelques siècles. Le terme était employé. C'est une logique d'empire. On parle de métropole et de colonie. On est clairement dans la suite historique avec un effet de zoom et d'amplification de ces 50 dernières années, l'ère néolibérale. On est dans une métropolisation qui fait la totalité du monde à sa main. Et avec le vivant dedans. La question qui se pose pour moi, juste pour lancer le débat, c'est faut-il trouver un point d'équilibre entre ville et campagne ? Faut-il trouver, c'est le débat du moment, qui, moi, sincèrement, enfin bon, je garde mes jugements personnels pour ma personne. Vous avez entendu certainement parler dans les débats, il conviendrait de retisser des liens d'affection et d'harmonie entre les villes et les campagnes. Parce que les villes commencent à comprendre que le devenir de l'humanité va jouer dans les ruralités. C'est là où toutes les ressources de vie sont. La terre, le bois, les logements vacants, la pierre, tout est là-bas. Elle n'est pas ici. On a des mines à ciel ouvert, mais pour démonter ces choses-là, ça va consommer un peu d'énergie. Et, hasard de la vie, l'énergie est commencée à compter. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, les ruralités sont plutôt la solution aux problèmes posés. Et l'on voudrait, depuis les métropoles, faire plouf-plouf, on est amis pour la vie, et du coup, on va rééquilibrer et harmoniser nos rapports. Non. Il y a peut-être un élément qu'il faut intégrer, c'est cette longue histoire d'oppression et de domestication de l'ensemble des ruralités au profit des métropoles. Et en fait, c'est les périphéries qui, aujourd'hui, commencent à se poser la question de leur propre devenir et de leur propre utilité, lorsque les métropoles, effectivement, loin d'être la solution, sont d'abord le problème qui nous est collectivement posé. Il va falloir rééquilibrer. Il y a une asymétrie symbolique et culturelle. Il y a une vieille tradition des ploucs et des bouseux qui est encore de vigueur et que les périphéries ont emmagasiné. Les mondes paysans ont intériorisé ce rapport de supériorité, de domination extrême. Il va falloir déjà en rabattre un peu sur la morgue métropolitaine.
il va déjà falloir rabattre sur le sentiment de supériorité qui est en fait à structurer tous nos rapports institutionnels au territoire. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui définit une métropole? C'est le lieu du commandement généralisé. C'est là où les institutions les plus puissantes sont localisées. C'est là où l'économie fait la marge la plus importante et crée le surprofit. Il va donc politiquement déjà peut-être revoir assez considérablement 1 l'attitude, 2 les dispositifs, 3 les institutions. Et je rappelle juste que si les métropoles ont cette puissance d'action, sont des acteurs de premier rang à l'échelle internationale, c'est parce qu'elles ont détenu des décennies durant la richesse économique et le lieu d'implantation de l'ensemble des emplois. Sauf que écologiquement, ces emplois-là sont amenés à muter. Voilà. Que les bases économiques de nos sociétés ne sont plus du tout assurées. Que la première frontière que le capital n'arrivera pas à franchir, c'est la descente énergétique et la descente matérielle. Même les révolutionnaires les plus aguerris n'avaient pas anticipé et se disent que finalement, ce serait peut-être le bon levier. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est entré dans un état de tremblement, d'effondrement qui est déjà engagé, et je crois qu'on réfléchit avec le même modèle de pensée, avec les mêmes cartes en main, où les métropoles seraient encore, non pas flamboyantes et florissantes, mais encore des lieux dotés de pouvoir. Il y a une inversion à opérer. Voilà. Il nous faut, non pas repeupler, les campagnes sont déjà peuplées, mais il faut rééquilibrer les territoires. C'est ce que les géographes bretons, accessoirement, appelaient déménager le territoire. Alors, du coup, on peut se dire, il est lunaire, raconte des conneries, ça va bien 2 secondes, c'est idéal, ça n'arrivera jamais, c'est très marrant 2 secondes, mais on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Bon. Le gouvernement espagnol a voté un programme de repeuplement des campagnes pour les jeunes de moins de 35 ans dans des petites bourgades, des maisons abandonnées, puisque le centre espagnol, enfin le centre du territoire espagnol est totalement désertifié. Voilà. Par effet de concentration régionale, autour de Barcelone, Madrid et de quelques capitales du pays. Le gouvernement danois réfléchit à un peuplement un peu différent. La municipalité de Tokyo donne de l'argent pour partir de Tokyo. Voilà, c'est en train d'arriver. L'idée que nous avons franchi la limite, que nos villes sont trop grandes, sont trop densément peuplées, et que par esclaves énergétiques et territoires servants, nous avons totalement pris la confiance et nous sommes dans une insouciance généralisée sur l'empreinte écologique, sur l'impact énergétique de ces villes-là, et même, allons-y, on va s'énerver, c'est juste pour vous chatouiller un peu, même les programmes d'électromobilité, même tous les mobilités douces qu'on vous vend à longueur de journée. Il y a un moment donné, moi qui viens des campagnes, les mobilités électriques qui sont vantées, l'électrification de tout le parc, chez moi ça s'appelle de l'agrivoltaïsme. Voilà. Ça s'appelle des éoliennes et des champs d'éoliennes avec des fûts à 160 mètres et des pales de 70 mètres. C'est en fait que les campagnes sont en train d'être converties à l'énergie pour satisfaire des modèles de vie métropolitains qui continuent croyant qu'il va y avoir une substitution dans le cadre énergétique, que le mix énergétique, on va pouvoir passer finalement du tout fossile au tout électrique, alors que c'est démontré, loin de se substituer, les énergies ne font que s'additionner sur les 2 siècles écoulés. C'est-à-dire qu'on est encore dans ce modèle de croissance. Finalement, je ponctuerai mon propos momentanément sur cette idée, les métropoles nous maintiennent dans un régime passéiste, celui d'une croissance quasi infinie et éternelle, alors même que les limites planétaires posent la question de leur propre devenir. Et là, pour moi, c'est pas un PNR qu'il nous faut absolument mobiliser comme réponse au problème qui nous est collectivement posé. Voilà ce que je répondrais spontanément. Ouais, J'entends. J'acquiesce. Du coup, la question qui peut-être se pose, c'est... Qu'est-ce qu'on fait demain? Quelle modalité? Voilà. Alors, du coup, moi j'ai pas de réponse, c'est juste pour embrayer. Avec juste une précision, peut-être. C'est que les métropoles sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas de tout ou à l'intérieur? Non, à l'intérieur, elles sont pas homogènes. C'est-à-dire que nous avons, dans l'agglomération strasbourgeoise, on a des différences géographiques très fortes. On est une des métropoles en France qui a le taux de pauvreté le plus élevé. On a des quartiers qui concentrent. Et donc, le déséquilibre qu'on peut observer entre métropole et territoire voisin, il est interne aussi. Tout à fait. C'est pour ça que je veux dire que le travail qu'on a à faire, il est aussi interne à la métropole. Oui, mais pour qu'on n'ait pas des territoires de notre agglomération qui soient abandonnés, qui partent à volo aussi, oui, tout à fait. Et qui soient de la même façon prédatés également. Ouais. Mais ça, moi je vois très bien la pensée de laquelle je viens, qui est clairement
anarchiste, je vois bien dans les pensées de gauche l'idée qu'il faudrait absolument veiller à ce que les zones de précarité et de pauvreté interne soient à un moment donné un peu choyées, ou en tout cas qu'on en ait la vigilance. Mais c'est au détriment de toutes les précarités, de toutes les pauvretés qu'on a créées. Aujourd'hui, ce sont les périphéries des métropoles qui sont dans des états de précarité et de pauvreté. Voilà. Alors vous trouverez aussi des petites poches de richesse, de ci, de là. Moi, de ma Bretagne, vous allez du côté de Vannes, du golfe du Morbihan, ça mange assez bien, ça se déplace très très vite, ça a quelques moyens et quelques milliers d'euros à la fin du mois. Mais soyons clairs, la richesse est d'abord concentrée dans les métropoles. Oui, donc moi je serais d'avis que, parce que le débat, effectivement, j'entends fréquemment cet argument, et je le concède bien volontiers, voilà, il y a de la pauvreté à peu près partout, dans tous les lieux. Mais de se dire finalement qu'il nous faudrait intervenir d'abord sur ces poches-là, voilà, les quartiers... J'ai pas dit ça. Mais en tout cas qu'il ne faudrait pas les oublier, voilà, faut pas abandonner, si jamais on a les moyens de se barrer, les quartiers populaires, à un moment donné, il va bien falloir aussi leur proposer une solution, voilà, une perspective, un peu de dignité. En tout cas, c'est ce que je suppose la politique commence déjà à penser. Mais c'est dans une pensée de la pauvreté qui serait levée dans les espaces métropolitains. Voilà. Soyons clairs, si le niveau de richesse des métropoles, très disparitaire, très inégalitaire, a pu grandir sur les 40 ou 50 dernières années, c'est en exploitant toutes les périphéries, toutes les campagnes. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et là, vous avez des poches de précarité et de pauvreté qu'on n'imagine pas. Si, on en a des statistiques, mais c'est là où, à mon avis, il conviendrait peut-être de voir aussi la pauvreté lorsqu'on parle d'inégalité ou de disparité. Avant de vous laisser la possibilité de poser des questions, peut-être même de contribuer au dialogue et au débat, une des choses à vous dire, c'est avec Marc, il y a déjà quelques mois, au mois de novembre, il y a 3 mois, nous avions eu un échange sur la question de la transition énergétique et en quoi ça n'est pas tenable, tout ce discours qu'on a. Pour que vous ayez une idée, dans une voiture thermique, c'est 2 kg de cuivre. Dans une voiture classique, un peu une grosse, un peu, allez, je vais donner des noms, la Zoé, c'est plutôt 60, 80 kg de cuivre. Et dans une Tesla, c'est 180, voire jusque 240. Donc il y a aussi une donnée juste physiologique à un moment où l'énergie, personne ne sait vraiment la définir, et l'électricité n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. On ne va pas rentrer dans les détails, on vous renverra vers la conférence, elle est en ligne. Serge, au besoin, on retournera dessus. Pour la retrouver facilement, il suffit de taper sur internet Vincent Mignereau, Strasbourg, et ça devrait suffire. Ok. En tout cas, on pourra vous envoyer ça. Et une des choses qu'on s'était dites, Guillaume, en prenant la tisane cet après-midi, en mangeant un cookie, c'était que nous savons aujourd'hui la transition énergétique dont tout le monde nous vante. En fait, il est trop tard, on n'a pas de solution, et on continue à nous dire en fait que ça va être possible. Nous avons vécu les 30 glorieuses. Nous sommes aujourd'hui encore dans une phase où on est en train de sortir des 30 insouciantes. Et jusqu'en 2050, parce que c'est la perspective, il n'y a pas tout à fait 30 ans, mais on va affronter ce que certains appellent déjà les 30 turbulentes. Et la question de comment est-ce qu'on traverse en fait ces turbulences, elle va se jouer sur la question de la subsistance. Et cette question de la subsistance, en fait, on ne l'interroge jamais. Et il n'y a pas de subsistance possible à l'intérieur des métropoles. On végétaliserait tous les toits, on ferait des tomates sur tous les toits, toutes les surfaces de la ville. On ne nourrira quand même pas, en fait, les habitants qui vivent sur nos territoires. Je ne rentre pas dans tous les autres détails, parce qu'évidemment, il y en aurait beaucoup plus. Mais cet enjeu-là, l'idée, c'est de se dire, c'est pas pour vous faire paniquer qu'on vous dit ça, il faut vraiment prendre l'ampleur du problème, parce que si on ne le prend pas avec sérieux, on va faire ce qu'on a toujours fait comme d'hab, jusqu'à présent. Une fois que la pénurie est là, et qu'il y a des gens qui veulent rester dans leur confort, on n'est jamais passé par une phase où on a organisé ensemble la descente, la décroissance, la sobriété, avec tout ce que ça veut dire, de manière pacifiée. Ça s'est toujours fait dans la violence, la brutalité, le sang et les larmes. Et en tout cas, une des propositions qu'on a avec Philippe depuis un moment, c'est non, il y a peut-être moyen de déménager le territoire, pour reprendre la terminologie de Guillaume, et de le faire non pas dans la désorganisation, mais en nous organisant et en nous coordonnant. Et c'est là-dessus que je terminerai avant de te donner la parole, Barbara. C'est que quand on pose la question de la subsistance, de qu'est-ce qui nous est absolument nécessaire, le tout premier des trucs, c'est ce qu'on a partagé ce soir, c'est manger. Et je puis déjà vous assurer que 80% de notre alimentation fait partie du problème.
Merci pour les informations. En fait, moi je suis allemande et ça m'a fait tout de suite penser à une région qui est juste à côté, donc c'est la Forêt-Noire. On a également les Vosges, on n'a pas les Vosges, on a la montagne, et on a aussi la vallée. Et c'est complètement différent. En fait, c'est un déséquilibre beaucoup moins fort. Donc, on a des petites villes et on a beaucoup de villages et beaucoup d'industries. Donc, dans des. Ça s'appelle comment, Mittelstand? En fait, ce sont des entreprises, grosses PME qui sont là-bas depuis longtemps, je crois, qui travaillent à l'échelle mondiale. Et donc ça me fait juste penser à un changement est peut-être possible. Il faudrait, peut-être ça c'est ma question maintenant aux deux experts, et si on donnait des possibilités à des, pas forcément l'industrie, mais à des employeurs de se mettre dans des zones beaucoup moins peuplées, donc hors métropole et hors périphérie, donc vraiment dans des paysages un peu vides. Et donc ça attire forcément des gens parce que les gens aiment la campagne, mais les gens n'aiment pas le chômage. Et en plus, moi je vois le deuxième problème, c'est les écoles. Donc si on peut, en fait, si la politique veut, elle peut donner un peu plus d'argent pour un peu plus développer peut-être le niveau des écoles dans les zones rurales. Et après, il y a peut-être un peu moins de gens dans les métropoles. Et donc, à la place de quelques immeubles qui seront vides, on fera des parcs. Donc, je simplifie complètement. Mais pour moi, c'est la question, est-ce que une solution simple, un peu au niveau CP comme ça, ça peut marcher ou c'est complètement une mauvaise piste? Juste parce que j'ai un truc sur un niveau CP, je ne sais pas, mais le Parlement européen a produit des rapports sur la résilience des modèles territoriaux et sur les maillages territoriaux, le nombre de villes moyennes, le nombre de petites villes, le nombre de grandes villes et leur niveau de polarisation et de centralité. Les deux pays qui ressortent comme les plus résilients sont l'Allemagne et l'Italie, avec effectivement des réseaux de villes moyennes qui sont beaucoup plus harmonieusement distribués dans l'espace. Pour des raisons historiques, hein, voilà, l'industrie a joué un rôle, il nous faudrait nous en inspirer, c'est ce que conseille le Parlement européen. Et des États plus centralistes tels la France, qui ont créé une macrocéphalie parisienne et dorénavant des métropoles qui pompent énormément et qui vident des territoires adjacents, ne sont pas à ce jour considérés, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentaire et pour plein d'autres raisons, comme des modèles les plus viables, les plus durables. Alors c'est la terminologie européenne, le développement durable, etc. etc. À mon avis, ça ne change rien que d'appeler ces choses-là ainsi, mais les perspectives sont assez parlantes. Donc c'est confirmé. Donc le niveau CP est partagé par le Parlement européen, ce que vous voulez dire. Ou inversement, c'est peut-être pas un niveau CP. Mais oui, c'est évident. C'est assez évident. Mais est-ce que c'est difficile d'inciter, en fait? Moi, je me suis dit, dans la vallée de la Bruche, il faut faire des emplois, en fait, il faut des industries, il faut, je ne sais pas, je ne suis pas experte, hein, mais est-ce qu'il y a déjà des débuts ou est-ce que c'est impensable? Alors, la réponse macro, c'est la réforme territoriale, c'est la réforme de la fiscalité locale, de tous les outils, de toute l'organisation de notre aménagement du territoire. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est la réponse macro. La réponse micro, moi, dans le contrat de réciprocité, j'ai pas dit que c'était la solution. J'ai dit que pour l'instant, c'est une des possibilités qu'on a, mais qui est évidemment infime par rapport aux enjeux. J'entends tout à fait la remarque et mais j'ai posé la question, qui est de dire voilà, est-ce que
il est possible pour la métropole de participer financièrement, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'ingénierie, parce qu'une des grandes différences entre les Vosges du Nord et les autres terrains, moi je parle des Vosges du Nord parce que c'est le cas que je connais, mais on peut parler de la Bruche, d'autres secteurs voisins, c'est aussi un grand différentiel d'ingénierie, etc. quoi. Et est-ce que les moyens de la métropole, compte tenu du fait qu'on est dans la prédation et qu'on souffre, on a à répondre, nous, aux excès de la prédation, de la métropolisation, sur plein d'aspects, est-ce qu'on peut financer, et à quelles conditions on peut, nous, financer, participer financièrement à des programmes, par exemple, de rénovation de l'habitat, à des programmes d'installation de commerce, hein, ou de... voilà. Et ce qu'on m'a rétorqué, c'est de deux ordres. En face, enfin, du côté du parc, on me dit, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Et chez nous, on m'a dit, mais c'est juste pas possible. Parce que si on devait, nous, par exemple, investir dans une zone d'activité pour permettre l'installation d'entreprises à Wörth ou à Niederbronn, par exemple, on pourrait très bien se dire, ben voilà, on rentre et on accompagne, on fait en sorte qu'il y ait de la création d'emplois là-bas sur place, en faisant le pari que les gens qui travailleront et qui trouveront du travail là-bas ne viendraient plus, et ne seraient plus sur les routes et ne viendraient plus chez nous. Peser sur l'offre en logement, peser sur l'offre en service et sur l'offre en mobilité, en transport, etc. quoi. Et ben on m'a dit, politiquement c'est juste inimaginable, donc problème culturel. Et on a déjà du mal à financer nos propres projets ici chez nous, on ne va pas commencer à financer, comment tu vas expliquer ça aux Strasbourgeois qu'on va investir dans une zone d'activité à Niederbronn. Problème culturel. Non, mais problème culturel. Et puis après, quand bien même ce problème culturel serait surmonté, quand une métropole investit, il y a de la fiscalité derrière. C'est-à-dire que, et c'est là où je touche à la question aussi de la fiscalité, c'est que toute collectivité, la métropole, elle a intérêt effectivement à attirer de la richesse, de l'activité, parce que ça crée de l'emploi, mais ça crée aussi de la richesse budgétaire et financière pour répondre. Et donc là où je te rejoins, clairement, c'est qu'on est dans un système qui est auto-générateur et voilà, une sorte, toi tu parlais de fuite en avant, c'est le mot, quoi. C'est-à-dire que la richesse, on a besoin d'attirer toujours plus pour financer des infrastructures, des services, des écoles, des trucs comme ça, du logement, et pour financer ce logement, il faut de la richesse, etc. Donc c'est une sorte de machine infernale, il faut le dire, hein, qu'il est extrêmement difficile de briser. Si par exemple, on nous disait, si la métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, pouvait investir dans une zone, je prends cet exemple, dans quoi que ce soit à Niederbronn par exemple, pour être très concret, dans une zone d'activité pour effectivement contribuer au fait, ou d'autres projets d'habitat, des choses comme ça, qui contribuent à maintenir la vie et à développer la vie à Niederbronn, mais en participant à la richesse créée, ça serait peut-être plus facile déjà. Et ça permettrait effectivement de... Donc il y a aussi cette problématique-là qui est sorte de... et moi je mets ça sous le terme fiscalité, qui fait que voilà, on a du mal à en sortir, quoi. Si vous êtes d'accord, on prend vos deux réponses, Laurence et Vincent. J'ai une question. Oui, pardon. Alors, est-ce que j'ai bien compris, la proposition, ce serait de faire un exode rural à l'envers, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un exode urbain vers les campagnes, si j'ai bien compris. Alors après, deuxième question subsidiaire, est-ce que vous pensez vraiment que les gens de la ville ont envie d'habiter la campagne et est-ce que vous pensez vraiment que les gens de la campagne aient vraiment envie de voir arriver les gens de la ville chez eux? Voilà. Vincent, vas-y. C'est ce que l'on vient de dire. Est-ce que vous avez des exemples concrets de territoires qui ont réussi cet exode rural à l'envers, soit en France, soit à l'étranger? Et si oui,
quels sont les facteurs d'attractivité pour attirer les urbains vers la ville. Alors, les médias ont glosé autour de l'exode urbain, c'est un terme qui est mal choisi. Hein. L'exode rural a été forcé. On a vidé les campagnes de leurs bras pour les mettre dans les villes. Donc c'est pas un exode, c'est un débranchement. Ce débranchement est à bas bruit depuis à peu près les années 70. Il y a 5 millions de Français qui sont partis des espaces métropolitains pour aller dans le périurbain à 80% et 20% en dehors des espaces périurbains. Il y a bien une appétence croissante, alors pour une fantasmagorie de la nature, hein, soyons clairs, hein, il y a beaucoup de romantisme derrière cette chose-là. Mais il y a bien des mouvements qui sont enclenchés. Donc c'est pas un exode rural à l'envers, c'est un exode urbain mal qualifié, on peut parler de débranchement, d'affranchissement, etc. Toutes les enquêtes concourent pour indiquer que les villes métropolitaines fatiguent, saturent, surstimulent, et que le désir de nature et d'espace ouvert n'a jamais été aussi grand. Voilà. Après, c'est la dépendance à l'emploi, c'est la dépendance à l'activité qui nous maintient pieds et poings liés à cette réalité. Du coup, je fais juste un crochet et je reviens après sur y a-t-il des exemples vertueux en la matière ? La question qui est posée sur l'activité, c'est que le rapport à l'écologie, les coordonnées d'aujourd'hui ne permettent pas d'imaginer le monde industriel qui nous a accouchés. Et derrière le monde industriel, c'est la massification de la production, c'est le productivisme, le consumérisme et l'extractivisme généralisé. Donc les activités ne peuvent pas être à l'identique puisqu'elles n'auront plus l'énergie pour pouvoir se créer et se reproduire. D'ailleurs, dans la population, la question du travail, la question du salariat, la question de l'activité traverse de beaucoup ou commence à travailler les pensées sociales. Il y a là ce que disait Olivier Ray, hein, c'est une question de taille. Nos débats n'ont jamais posé cette question de la taille. Il va nous falloir produire en plus petit, vivre en plus petit, habiter en plus petit. Voilà. Et là, il y a des demandes, il y a des envies, tout ça commence à un peu germer de ci, de là, mais ne fait en aucun cas un débat, ce qui est problématique. Voilà. On n'interroge pas la masse critique que nous avons allègrement franchie. Pourtant, toutes les limites planétaires sont dépassées une à une par cette massification de la production, de la consommation et de l'extraction. Du coup, y a-t-il des exemples d'exode urbain réussis ? Ben, si ça a débranché depuis les années 70, à bas bruit, hein, d'un peu partout, et pas partout, soyons clairs. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas l'appétence pour aller, peut-être, dans le massif des Vosges. Voilà. Mais une contrée certainement admirable. Hein. Mais quand on regarde les statistiques, c'est plutôt la littoralisation océanique et le bassin méditerranéen jusqu'à la fin des années 90. C'est ça qui a attiré. Et la Bretagne. Aujourd'hui, de place to be, c'est la Bretagne. Hein. D'accord ? Après la Drôme et l'Ardèche, accessoirement, mais bon. Il y a en fait aujourd'hui 30% du territoire hexagonal qui est concerné par un revigorement, voilà, à bas bruit, de lieux qui sont en train de se réouvrir. De maisons, logements vacants qui commencent à être réattribués et être réhabilités. De terres, alors là, ça se tend, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des syndicats, parce qu'il y a des pratiques, mais de terres qui peuvent être, à l'occasion d'un passage chez le notaire, qui peuvent être réacquises et peut-être exploitées un peu différemment. Je ne dis pas que la bifurcation est engagée, que le mouvement est enclenché et que ça concerne des millions de personnes. 100 000 personnes aujourd'hui en moyenne par an débranchent des espaces métropolitains. Voilà. Et vous avez des lieux, alors je termine là-dessus parce que je suis trop long, j'en suis désolé, mais c'est juste pour donner les éléments d'entrée. Quels sont aujourd'hui les espaces les plus vigoureux en la matière, ceux qui suscitent beaucoup d'envie, qui sont géographiquement avec quelques ressources bien localisées, mais qui ont une particularité que je livre à votre sagacité, c'est que ce sont des lieux qui ont une vieille culture résistante et autonomiste. Voilà. Ça veut donc dire que ce sont des lieux de possible. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui ne sont pas pieds et poings liés, totalement saturés des institutions et du contrôle permanent. Et là, à mon avis, c'est du ressort du politique en fait. On a une vieille construction centraliste du politique qui coïncide très bien avec une construction massifiée des productions économiques. Les deux liés donnent le déséquilibre territorial dans lequel on est amené à barboter. Il n'y a que l'autonomie et il n'y a que ces régions qui ont une vieille fibre, on va dire non pas de sécession, mais de prise de distance avec l'État-nation et avec tous ces dispositifs qui, soyons clairs, emboîtés de manière descendante. Aujourd'hui, un conseil municipal d'une petite bourgade de 2000 habitants fonctionne comme un conseil des ministres sans Emmanuel Macron. Hein, d'accord ? La figure de l'élu, les conseillers municipaux qui sont la main sur la couture du pantalon, il y a là un rapport aux politiques qui, dans ces régions-là, est peut-être un peu plus affranchi, voilà, moins vertical. Il y a plus que, autant que l'écologie, un rapport aux politiques qui semble assez déterminant dans la manière dont des petits repeuplements, des petits revigorements jaillissent au sein du territoire. 30% du territoire hexagonal sont concernés aujourd'hui par 5000 lieux qui ont été ouverts sur les 20 dernières années. Là-dedans, ferme sociale, coopérative intégrale, enclave décentralisée, zone refuge, écolieu, éco-village, habitat léger, habitat mobile,
Voilà. Il y a toute une génération qui est en train de se mobiliser autour de ça. Toute la génération n'y est pas, mais comme par hasard, il y a un rajeunissement, et il y a une féminisation totalement remarquée. 1300 lieux, écolieux, sont par exemple recensés par la coopérative Les Oasis. Je ne dis pas que ces lieux-là et que ces écolieux ne sont pas par moments des capitaux culturels qui ont un peu les moyens de se barrer, d'accord ? Je dis juste qu'eux-mêmes ouvrent des zones refuge pour accueillir des migrants. Moi, ça ne me semble pas inintéressant. Et les écolieux se posent la question de leur rapport à l'argent, de la démonétarisation et de la monétisation de leur propre rapport au monde. Je ne trouve pas ça déconnant. Voilà. Peut-être qu'il faudrait ouvrir un peu les œillères, je ne dis pas que vous en avez, hein, mais depuis les métropoles, par moment, une fois franchi le périphérique, on a tendance un peu à soit généraliser, soit moyenner, et à ne pas voir dans la dentelle ce type d'initiative comme une solution possible. Voilà. 30% du territoire. Je suis trop long, j'en suis désolé. Non, ça va. Floriane et sa voisine, allez-y. T'avais levé la main avant, je crois. Je sais pas. Du coup, je voulais poser une question par rapport à ce que tu as dit, Marc, sur le fait que le serpent se mord la queue, en fait, dans la métropole, puisqu'on veut toujours attirer plus de monde pour attirer toujours plus de capitaux. Mais tu disais que c'était compliqué par rapport à la fiscalité d'investir dans d'autres zones. Mais alors déjà, est-ce que on pourrait pas essayer de limiter un peu le marketing qu'on fait autour de la métropole ? Tu parlais tout à l'heure de Strasbourg, capitale mon amour, par exemple, ou capitale de Noël, ou enfin d'autres labels et titres que on ne saurait plus énumérer tellement il y en a. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, et est-ce qu'on peut pas juste se limiter ou essayer de vivre déjà comme on est avec les habitants qui sont déjà présents et pas essayer de grossir infiniment ouais, c'est une question que je me pose effectivement, où est-ce qu'on va poser la limite ? C'est une bonne question. Et... Ça n'a pas grand chose à voir, je crois, mais peut-être que vous ferez des liens. J'aimerais bien vous entendre sur le rapport au sol, parce que j'ai en tête, vous avez parlé de ces villes qui s'effondrent sous leur propre poids. Je pense qu'on est aussi issu du mouvement moderne où on cherchait à concentrer, c'était aussi un des intérêts de la ville, de concentrer pour libérer le sol, avec toutes les dérives plus ou moins catastrophiques de bâtiments pas très habitables finalement, mais il me semble qu'on a une vision de ce sol qui est assez pauvre par rapport à ce que ça représente en termes de vivant, de à quel point c'est nécessaire, et on commence à parler de trame brune, mais enfin j'ai l'impression que c'est un peu timide, et puis pour autant ça reste un peu, j'ai l'impression, un des nerfs de toute la guerre sur comment on habite, on se nourrit, on laisse de la place aux autres êtres vivants. Enfin, donc j'aimerais bien avoir votre regard à ce sujet, que je trouve assez important. Alors sur la question de l'attractivité, nous on parle jamais d'attractivité. Nous on bataille d'ailleurs. Hein, je peux faire une incise, ce qui vous est beaucoup reproché. Par nos oppositions. Oui. Ouais, bien sûr, oui, mais bien, c'est pas le problème. Mais on ne parle pas d'attractivité. On a débuté le mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, autour de Huawei. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a refusé Huawei. Ah oui, pour la 5G. 500 emplois. Maintenant, ils sont à Brumat. C'est d'ailleurs intéressant, quoi. C'est-à-dire que Huawei, ils sont installés à 30 km dans un territoire voisin. Et nous, on est en train de mesurer la demande en logement et la pression que l'installation de Huawei va exercer sur l'Eurométropole. Donc là, il faut être prudent, quoi, parce que nous, on a refusé Huawei pour diverses raisons, et notamment pour cette raison d'attractivité, en disant, il y a aussi l'espionnage chinois, enfin, il y a eu plein de raisons, hein, et c'était aussi un débat lié à la bétonisation. Nous, ça nous a permis de dire, vous êtes à nos opposants, Jean-Philippe Vetter, que je connais bien à la Roberceau, qui dit arrêtez la bétonisation, et qui disait il faut accueillir Huawei parce que c'est des emplois. Et il était facile pour nous de dire mais attendez, entre ces deux pieds de votre argumentation politique, où vous trouvez la cohérence? Parce que les 500 emplois de Huawei, il y en a peut-être une partie qui sont déjà strasbourgeois et qui trouveraient leur emploi dans cette usine, mais il y a beaucoup de gens qui viendraient vivre. Attractivité. Quand on parle d'attractivité, on est attractif. C'est pour attirer. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas à la fois dire qu'il faut des emplois et refuser que ces emplois viennent là dans des logements.
Donc ça, c'est une illustration de la boucle de ce attractivité, compétitivité. Il y a un acronyme, il m'échappe à l'instant, mais voilà. C'est de ces concepts, effectivement, métropolisation. Il y a métropolisation, la CAM, voilà la CAM, la DOP. Moi, j'étais sur la DOP, mais c'est la CAM en fait. C'est quoi la CAM? Voilà. Compétitivité, attractivité, métropolisation et le E. Je sais plus. Mais c'est censé incarner exemplarité, les valeurs dans le que genre. les métropoles cherchent à mettre en avant pour être en compétition et briller en société. C'est tout ce qui fait qu'on est en compétition. Nous, on est en compétition, nous dit-on, avec Copenhague, avec d'autres à l'échelle européenne, mais on s'en fout les classements. Enfin, franchement, on essaie déjà de casser ça intellectuellement. Donc, ensuite, je finis par le marché de Noël pour répondre. Donc, on bataille déjà dans le discours politique, dans le récit, on bataille contre ces concepts. Après, sur le marché de Noël, nous, on est arrivé en disant le marché de Noël, on va justement le rendre aux Strasbourgeois. Jury citoyen, polémique autour de la sélection des produits, on a dit on ne veut plus de produits chinois et tout ça. Enfin, vous vous souvenez, hein, on s'est fait bâcher pas mal là-dessus, quoi. 3 millions de visiteurs, record battu sur le marché de Noël. On s'est dit on va le rendre aux Strasbourgeois et on se rend compte au final qu'en le rendant aux Strasbourgeois, donc en lui donnant un peu plus d'ancrage et d'authenticité ou des trucs comme ça. Alors après, moi je suis d'accord que Strasbourg mon amour, toutes ces opérations touristico, je suis d'accord, mais il faut le porter dans le débat. Il faut convaincre. Il ne faut pas juste dire je suis contre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, parce que derrière, vous avez aussi une population qui aime ça, qui aime bien que la ville soit vivante et festive. Et vous avez aussi un tissu économique, ne serait-ce que les commerçants et les hôteliers, etc., et tous les emplois derrière qui vivent de ça. Et donc, et là je pose la question électorale, qui est de dire si on veut continuer l'action politique dans la durée, il faut gagner des élections. Il faut gagner des élections. C'est-à-dire qu'il faut convaincre au moins la moitié de l'électorat, quoi. Et donc, et là, c'est une vraie question sur ces choix-là, quoi. C'est-à-dire prendre la décision d'arrêter le marché de Noël. Je pose très directement la question, est-ce que derrière on est réélu pour continuer? Ben non. Malheureusement. Voilà. Et donc c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte. Et du coup, il faut la prendre en compte dans un autre rapport aux politiques. Ouais. Les lieux dont on parle là, ceux qui s'ouvrent, à un moment donné, ils sont un peu en dehors des radars, ils font discrètement. Alors, ils ne sont pas dans une institutionnalisation de leur propre action, ils ne sont pas dans un rapport politique, ils n'arrivent pas. Alors certains avaient des gros sabots et un peu de morgue, hein, quand je les mets de côté. Mais d'autres, ils vont très tranquillement. Et effectivement, les métropoles étant le lieu de la concentration de tous les regards, le phare de l'humanité, là où on s'expose et on se réalise par la vitrine de soi. Dans les métropoles, l'humanité se regarde de nombril, hein, d'accord ? L'idée de l'exposition est quand même métaphysiquement reliée à la ville. C'est comme ça que la ville se crée. C'est un phare, c'est une lumière, hein, d'accord ? En dehors des villes, on peut faire plus modestement, plus tranquillement, plus discrètement. Je pense que c'est un autre rapport aux politiques qui peut se jouer aussi derrière ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de politique, hein. Il y a bien aussi une petite gendarmerie accessoirement. Mais néanmoins, il y a bien là peut-être un terrain de jeu qui permettrait par la modestie d'être dans la dentelle, dans la couture, et de reprendre finalement à hauteur de corps ce que pourrait être une puissance d'agir, une capacité d'action. Il me semble que les institutions des villes nous mènent dans un rapport aux politiques qui est compliqué. Ou en tout cas... Alors le pouvoir d'agir, ça c'est un thème qui nous est cher. Le pouvoir d'agir des citoyens. On a quelques lieux qui sont des lieux comme ça. On en a un notamment qui est un lieu d'anarchie totale, qui était à Königshofen, qui a rencontré beaucoup de problèmes avec ses voisins et tout ça, et qu'on est en train d'essayer de repositionner dans un bâtiment municipal. Et la demande des porteurs de ce lieu, de ce collectif,
c'est je veux m'affranchir. C'est pour ça que l'anarchie, alors moi je ne suis pas du tout critique sur l'anarchie. Voilà, clairement. Et donc là se pose la question de la responsabilité de la collectivité. C'est-à-dire on essaie de les positionner dans d'anciennes casemates de la rue des Remparts, voilà. Et ils souhaitent y développer des activités, voilà, un bar associatif, des fêtes, des festivités, de la création artistique, etc. Donc, sauf que ce bâtiment, il est municipal, et que s'il s'y passe quoi que ce soit, en termes d'accident, d'incident, de quoi, n'importe quoi, c'est la responsabilité municipale. C'est la maire qui prend. Et donc la difficulté qu'on a, c'est comment permettre ce projet en faisant admettre un minimum de règles ou de contraintes pour qu'il puisse s'épanouir sans mettre en danger quiconque. D'ailleurs, à commencer par les usagers quand il s'agit des règles de sécurité du lieu. Incendie, s'agissant d'une casemate, voilà. Et donc, ça c'est un exemple concret, où nous on dit ce lieu c'est intéressant, bien sûr, mais comment on fait pour le rendre possible compte tenu des règles qui s'imposent à nous, notamment de responsabilité. Ça c'est un premier champ. Le deuxième champ, sur le pouvoir d'agir, de plus en plus, on a, et moi par exemple dans mon quartier, on a des situations où on donne le pouvoir de décision aux citoyens. Exemple concret, l'aménagement de l'espace public, par exemple, un projet de 12 arbres, un espace que la municipalité a acquis au début du mandat, et où les gens sont venus me voir en disant « c'est quoi le projet de la ville maintenant ? Vous avez bien les idées, vous allez décider, et puis vous nous concerterez comme ça dans des ateliers, mais à la fin, de toute façon, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. » Et moi, je leur ai dit, aux gens qui venaient me voir, je dis non, nous ferons ce que vous déciderez, sauf si c'est un parking. Quand même, il faut être cohérent. Si vous proposez un parking, on ne le fera pas. Mais peu importe ce que vous déciderez, nous le ferons. Et je vous dis que même la maire a été surprise de cette promesse. Elle l'a découverte, elle s'est tournée vers moi en disant « Ah oui, t'as dit ça, quoi. » Et ça veut dire, que l'élu, en l'occurrence, il fait le pas de côté, et il organise le travail, il accompagne le travail des citoyens. Ça a eu lieu toute l'année dernière. Ils se sont réunis, ils ont choisi eux-mêmes l'accompagnateur qui allait les aider dans la démarche à bosser, en faisant du favoritisme d'ailleurs dans le jury. Oui, je le connais bien, c'est mon copain, il faut bosser avec lui, quoi. Enfin, donc, les citoyens parfois s'affranchissent des règles qu'ils attendent des élus. Donc ça c'est aussi le rapport aux élus, quoi. Quelle exigence on a par rapport aux élus quand on est placé soi-même en situation de choisir, bon, peu importe. Mais voilà, ça a eu lieu. On a un plan guide et maintenant le travail commence. Le plan guide, c'est voilà, les gens ils ont décidé leur truc. Et maintenant, c'est là que ça commence, parce que derrière maintenant, comme c'est les terrains municipaux, c'est l'administration qui prend la main. Et c'est là où le travail de maître d'œuvre doit rester citoyen. C'est-à-dire qu'il faut laisser la décision aux citoyens. Le dessin des mobiliers, le choix des mobiliers, le choix des plans, des arbres, des machins et tout ça, il faut que ce soit les décideurs. Et le pari, c'est que c'est les citoyens qui finissent par dire c'est ces arbres qu'on veut. Et ça veut dire que non seulement l'élu, il fait le pas de côté, c'est-à-dire qu'il fait confiance aux citoyens, parce qu'on parle souvent de la confiance entre institutions et citoyens dans le sens où les citoyens ne font pas confiance aux institutions, mais nous on dit que c'est réciproque. Il faut aussi que l'institution, la collectivité, l'administration, les élus fassent confiance aux citoyens. Et ça c'est important, donc il faut qu'on fasse confiance. Première, ça c'est la posture où l'élu doit doit se repositionner, mais surtout l'administration, quoi. Les experts, les paysagistes, les urbanistes, les gens qui dont le métier et l'expertise est de construire l'espace public. Et là on leur dit, vous faites ce que les citoyens vous demandent de faire. Donc ça veut dire que dans leur expertise, il faut qu'elle l'exerce autrement.
il ne faut plus qu'elle soit péremptoire. Il faut qu'elle soit pédagogique. Dans une sorte d'éducation, de processus d'éducation populaire, quoi. Où, derrière, les citoyens pigent quels sont les enjeux quand on plante un arbre. On ne plante pas un arbre sur l'espace public de la même façon qu'on le plante dans son jardin. On ne va pas à la botanique acheter un pied et puis avec une pelle et puis on plante et puis c'est réglé. Non. Un arbre dans l'espace public répond à un certain nombre de règles. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ça a lieu. C'est-à-dire que quand l'expert explique son boulot, etc., les citoyens, il se trouve que ça les intéresse, quoi. Et donc, et ça c'est le pouvoir d'agir. Alors, c'est un exemple précis, on essaye de le démultiplier, c'est pas simple. On a 7000 agents, hein, c'est une administration mouse. Mais de dire que, à un moment donné, le pouvoir d'agir, faciliter les collectifs, leur donner les moyens. On a plein d'exemples. On a plein d'exemples où la collectivité est sollicitée par les citoyens. Alors il y a Bufur, fort heureusement, il y a le labo des partenariats, il y a des acteurs, hein, qui les accompagnent et qui les accompagnent. Mais nous, notre boulot, c'est comment on simplifie toutes les règles, comment on les pirate pour rendre la chose possible. Je propose qu'on réponde à la seconde question sur la question des sols. Tu es d'accord, Guillaume ? Avoir, dans le cadre du zéro artificialisation net, tout le monde est au courant du zéro artificialisation net, comment le législateur s'est fait un nœud au cerveau. Pardon, oui, je l'ai dit. Quelqu'un dit non. C'est une réglementation récente qui vise à ne plus artificialiser sans compensation à horizon 2050. C'est la loi climat. Exactement. Mais j'explique pour ceux qui ne savent pas. C'était vous ? D'accord. Parce que vous connaissez visiblement bien. C'était pour répondre à préciser la récente législation, c'est la loi climat. D'accord. Du coup, à horizon 2050, moyennant une compensation écologique dont il faudra m'expliquer par quel esprit c'est passé pour imaginer qu'on peut photoshopper le vivant et dupliquer la nature, parce que c'est ça la compensation écologique, hein. Vous ne mettez plus en artifice si vous ne pouvez pas renaturer un espace qui est à côté. Et d'ici 2050, on décélère progressivement, c'est-à-dire qu'on divise de moitié l'artificialisation et le rythme des 10 ou 15 dernières années. Plutôt des 10 dernières années, et c'est pas celle de 2013-2023, mais 2011-2020. Bon. Voilà, zéro artificialisation nette. Dans ce cadre-là, les experts ont été mobilisés pour s'apercevoir que, même dans le code agricole, la question de la pleine terre et du sol nu n'avait jamais été définie. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que, globalement, le sol, on le considère comme un support, comme quelque chose d'inerte. Et je ne suis pas sûr que la trame brune nous aide d'une quelconque manière, parce qu'à ce rythme-là, entre la bleue, la verte, la orange, la jaune, la rouge, on va faire à peu près tout le... Comment ? Ben, tout. Ça, c'est un discours d'experts. On manque en ville d'une culture des sols. Ce qui est en train d'arriver chez les urbanistes, c'est de commencer à penser la ville dans sa verticalité, mais pas en hauteur, c'est-à-dire en creusant dans les sols, c'est-à-dire le souterrain, à un moment donné, qu'est-ce qu'il pourrait représenter comme capacité, etc. Et je trouve ça troublant qu'en fait, mais ça c'est un effet de construction urbaine, de nos mentalités, de nos dispositifs d'intervention, qu'à aucun moment on se dise que c'est peut-être là où il y a la terre que le sol pourrait être appréhendé un peu différemment. C'est dans des cultures plutôt paysannes que la question du sol a été travaillée durablement. Durablement dans son organicité, dans sa biologie, dans sa capacité à se régénérer. Voilà. Les villes, pardon ? Paysanne mais pas agricole, on est d'accord. Aujourd'hui, le fermier et les plus fermiers, enfin je parle pas de tous, hein, mais les entrepreneurs, et ils demandent à des entreprises de venir, les entreprises c'est des mecs dans leur camion, moissonneuses batteuses, qui ne veulent pas toucher la terre. Tout à fait. Donc ça c'est aussi un imaginaire. Non, il y a 20% aujourd'hui de la paysannerie qui a morflé et qui continue à morfler et qui... Ah mais ça je suis d'accord. Eh ben oui, C'est pas ça que je dis. mais moi je ne défends pas la FNSEA, je dis juste que ça existe dans la réalité. Mais je parlais de la culture de la terre, c'est tout. Ah ben oui, mais vous la généralisez à la FNSEA pour dire que grosso modo on a perdu la culture de la terre parce qu'on a tout mécanisé et la chimie de synthèse a gonflé l'entièreté des sols. Moi je vous dis qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent faire autrement et que c'est pas dans les villes qu'on les trouve. C'est pas dans les villes qu'on les trouve. 80% de la population est urbaine. Et donc c'est peut-être intéressant de se poser la question. 65% de la population est urbaine, voilà.
Et deuxième élément, c'est peut-être intéressant pour les urbains qui revisitent le sol d'aller s'ouvrir à une petite paysannerie qui résiste face à la FNSEA et à la chimie de synthèse pour définir une fois pour toutes, alors que ça fait 60 ans qu'on n'a jamais défini, ce qu'est une pleine terre et un sol nu. C'est juste ce que je défends. Mais attention à ne pas généraliser sur la question de l'agriculture et de son intention, ou en tout cas de son caractère industriel. Oui, l'agriculture conventionnelle est majoritaire, non, elle ne représente pas toutes les formes paysannes de vie aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être de ça qu'il faudrait nous réinspirer à un moment donné. Et du coup, je terminerai sur la question de l'artificialisation. C'est que, aujourd'hui, quand on fait le... Pourquoi, à un moment donné, la question du sol nous serait collectivement posée, ou en tout cas, il va falloir bâtir culture et revisiter d'autres manières d'appréhender ce que serait la richesse, la pérennité, la régénération, la fragilité du sol. Tout simplement parce qu'en fait, quand on regarde l'artificialisation en France, officiellement, le manteau bâti, l'urbanisation, les zones industrielles, les zones commerciales, ça représente 9,5% de l'espace hexagonal qui serait artificialisé. Mais il faut rajouter toute l'agriculture de synthèse, toute l'agriculture chimique. Et quand vous rajoutez cette surface agricole utile, on monte à 48% de l'espace hexagonal qui est concerné. Et en fait, pour nous, faire autonomie, c'est-à-dire revisiter nos liens à la terre en pratiquant autrement le sol, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il faut 4000 m² par habitant pour faire autonomie et subsistance aujourd'hui. Et si vous multipliez la population française par ces 4000 m², vous obtenez au pourcentage près 48% de l'espace hexagonal qui est concerné. Ça veut donc dire qu'il y a en plus un possible, mais à condition d'arrêter d'invisibiliser et d'euphémiser nos propres rapports à la terre en considérant le sol comme une trame brune. En fait, c'est les 10% d'horizon superficiel du sol, c'est la totalité de la richesse du monde en fait, c'est l'humus. Voilà. Et accessoirement, la racine grecque de l'humanité est la même que celle que humilité et humus. Il y a un moment donné, il va bien falloir, pour l'humanité, revisiter. C'est pas un bon mot que je suis en train de vous dire, c'est pas simplement de l'étymologie, c'est qu'on a perdu pied avec ces réalités-là, et c'est la ville qui, en nappant tout ça, a considéré, ou nous a fait considérer que la Terre était éternelle ou un simple support inerte de nos propres érections, de nos propres bâtiments, de nos propres grandeurs. Et ça, c'est plus général pour le capitalisme en général, c'est-à-dire qu'il considère le capitalisme, depuis que ce mot existe, en fait, il considère toutes les ressources de la nature comme étant éternelles et gratuites. Ensuite, il les monétise, etc., mais que ce soit l'eau, la forêt, etc. Là, la question de la monétisation de la terre et des forêts, pour le capitalisme, on ne peut pas dire sincèrement que le capitalisme néolibéral des 50 dernières années ait particulièrement investi la terre et les forêts. Il faut attendre les 10 dernières années pour que Bill Gates devienne le premier propriétaire terrien aux États-Unis. Ça veut donc dire que la question de la ressource est posée différemment dans le capital. Mais historiquement, le capital ne fait pas ses plus grands rendements sur les actifs de nature. Oui, donc il y a deux phases. Il y avait la phase où c'était considéré comme ayant une valeur nulle, où combien de choses gratuites. Exactement. Et une deuxième phase où c'est considéré comme un actif, valeur refuge, de spéculation. Exactement. Tout à fait. Comme l'eau, par exemple. Oui. La croque avec l'eau. Oui, sauf que il y a, alors là pour le coup, pour suivre un peu les débats, mais dites-moi ce que vous en pensez, il y a un déséquilibre entre la réalité de nos débats, surtout à gauche, sur la question de l'eau, qui serait un bien commun, qui serait une ressource vitale, et la question de la terre et des sols, qui n'a jamais été traitée dans ces cultures de gauche-là. Tout simplement parce que ces cultures de gauche se sont assises ou ont ignoré les cultures paysannes, qui dès Jacquerie du 19e siècle portaient un esprit révolutionnaire, un souffle révolutionnaire. Il faut reviser toutes nos filiations historiques et politiques pour peut-être trouver les traces de l'invisibilisation du rapport au sol et à la terre. Mais la FNSEA n'est pas sur ce discours-là, je le concède volontiers. On prend encore deux questions. Ok. Vas-y, Floriane. Enfin, en fait, qu'est-ce qu'il y en a jamais parlé, vas-y. Oui, vas-y. Mais en fait, tout le monde a trois là derrière. Je n'ai pas encore parlé en tout cas. Allez-y. Dans l'ordre, je vous laisse prendre la parole. Vous êtes déclarés là, tous les trois, allez-y. Déclaré. Je commence. Alors, je partage tout à fait. Il y a un besoin de reconsidérer l'importance et la valeur de certains biens communs. Après, par rapport à l'opposition ville-campagne, je suis un peu plus partagé parce que
Alors déjà, d'une part, c'est vrai que les villes ont historiquement toujours concentré l'essentiel des pouvoirs. Maintenant, l'histoire a quand même montré qu'il y a eu des rapports de force inversés. Ouais. En situation de guerre, par exemple, mieux vivre à la campagne qu'en ville. Ou encore plus Bonne guerre. récemment, Voilà, c'est ça qu'il nous faut. la crise du Covid a aussi montré que c'était Une bonne pandémie, c'est ça qu'il nous faut. de vivre un confinement, donc un confinement à la campagne. Donc ça, c'était le premier point. Après, sur une revitalisation des campagnes, alors moi je suis le premier à dire que la France, un des problèmes majeurs en France, c'est la hyper-centralisation du pays, avec une concentration de tout en un seul lieu qui je pense n'est pas bon. Néanmoins, une repopulation de campagne peut induire aussi des biais qui sont pas forcément positifs. Sur le climat notamment, avec les déplacements, les mobilités, souvenez-vous, la crise des gilets jaunes, c'est parce que des ailes. Il y avait une ministre il n'y a pas si longtemps qui disait que le logement individuel c'était un problème. mode d'habitat condamné, qui n'avait pas d'avenir. C'est pour ça que, à l'inverse, dans les villes, du fait qu'on ait des densités assez importantes, elles offrent la possibilité de collaborer, de mettre en réseau. Donc, est-ce que la solution n'est pas plutôt de ne pas être dans l'opposition de campagne, mais être vraiment dans une collaboration, mais sous réserve, non pas de maintenir les modes de consommation tels qu'ils existent actuellement, parce qu'effectivement on va au mieux, ou penser qu'on peut continuer sur un modèle encore plus fort. Il y en a certains qui peuvent y croire encore. Par contre, être dans un vrai modèle de sobriété où les gens prennent conscience en fait, de l'importance des biens essentiels, que sont l'air, les forêts, l'air, et acceptent d'être dans un mode de consommation beaucoup plus sobre que ce qu'on a actuellement. Je sais pas où ça marque. Je réponds. Du coup, sur la question une bonne guerre, une bonne pandémie, l'idée c'est d'éviter d'en arriver là, mais vraisemblablement, et soyons clairs, c'est des moments cathartiques de nos histoires collectives qui ont produit cette inversion, mais par nécessité vitale. Les ressources de subsistance étaient là. Voilà. Peut-être que si on en discute ce soir, en 2024, c'est qu'on se dit qu'on croit peut-être encore à une solution pacifique, voilà, plutôt que cette chose-là. Maintenant, sur ville-campagne, moi je suis, comment dire, c'est un argument que je vois assez fréquemment utilisé et qu'on me rétorque assez régulièrement, mais parce qu'il a de profondeur, hein, je ne dis pas que je suis saoulé par ça, j'ai juste qu'à un moment donné, là moi je m'adresse, je pense, à des gens qui ont une petite fibre écologique. Ça va ? Mais toute petite, vraiment. Légère, un peu en germe. Voilà, et pas tout à fait convaincu encore. Voilà, exactement. Qui attend un peu, qui regarde ce qui se passe, etc. Non, mais sérieusement, et du coup, effectivement, s'il s'agit de partir des métropoles avec SUV, piscine chauffée, 5G, bidule et machin, bougez pas, restez là, très bien. Il ne s'agirait pas de coloniser des campagnes avec des modes de vie qui sont totalement anti ou écologiques. Mais m'adressant à vous, je me dis que c'est peut-être aujourd'hui une pensée écologiste ou d'écologie politique que d'imaginer avec la sensibilité qui est la vôtre d'aller au plus près des ressources et de défendre les ressources de vie. Parce que dans les périphéries, soyons clairs, par l'agriculture intensive dont on a parlé, par tout un tas de pouvoirs qui se sont institués et qui se sont installés, il est assez compliqué aujourd'hui d'imaginer en toute tranquillité pouvoir faire alternative de manière spontanée, informelle, etc. Donc, premier élément, je pense que dans la résistance, dans des formes d'implication, d'engagement, de combat, il est peut-être intéressant d'imaginer que certaines pensées, certaines mentalités, certaines sensibilités puissent participer de ce mouvement-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si la question de la subsistance est collectivement posée, c'est pas dans les villes que vous allez avoir les ressources de subsistance. Donc le départ, le débranchement va s'imposer. Peut-être que c'est pas inintéressant, vu la sensibilité, de l'anticiper en créant ce que font des jeunes aujourd'hui, des zones refuges. Des zones refuges pour accueillir des métropolitains qui, immanquablement, vont débarquer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou 30 ans, avec cette sensibilité-là. Donc oui, ça ne se fait pas à mode de vie équivalent, c'est quelque chose qui évolue. Et le deuxième élément, c'est que, comment dire, les villes, alors ça, c'est venu aux États-Unis dans les années 2008-2009. Puis c'est passé par l'Amérique du Sud tranquillement.
C'est arrivé en Angleterre, c'est passé par l'Allemagne et l'Italie. Il a fallu attendre 2018, 2019, 2020 pour que la France voit produire les premières données qui indiquent clairement que les modes de vie métropolitains ne sont pas du tout écologiques. C'est ça qu'il nous faut travailler aussi de l'intérieur. En fait, c'est une question de taille. Je précise bien le propos. Les métropoles ont franchi la limite en termes métaboliques pour véritablement prétendre faire économie, que ce soit par l'énergie. Prétendre faire autonomie par la densité, c'est proprement inenvisageable et impensable. Donc il y a à déconstruire en nous l'idée que la densité telle qu'elle est aujourd'hui atteinte serait vertueuse environnementalement et écologiquement pour peut-être se construire une autre écologie politique au plus près des ressources, celles qui font l'objet justement de toutes les tentations et de toutes les spéculations aujourd'hui. Quand je parlais de Bill Gates avec le premier propriétaire terrien nord-américain, c'est pas rien. Je pense que là, je suis pas sûr qu'on reste dans l'harmonie ville-campagne. Voilà. Si nous on se met en action et qu'on décide d'être acteur de cette transformation-là, depuis les villes, en y restant et en croyant être écologique, sincèrement, toutes les données énergétiques, alimentaires, thermiques, de construction, d'exploitation de minerais et de matériaux montrent le contraire. Une vie occidentale métropolitaine, aujourd'hui, c'est 427 esclaves énergétiques. Paris a besoin de 313 fois sa superficie pour prétendre faire biocapacité. La région Île-de-France... La biocapacité, c'est grosso modo la richesse du sol convertie en énergie pour pouvoir satisfaire à tous les besoins. Voilà, pour faire court. Ça renvoie à l'empreinte écologique dans une définition internationale. En fait, on a beau sur le prendre sur tous les moyens, sous tous les angles, le genre métropolitain, les vies urbaines, et là diversement constituées, se sont attachées à des dépendances, se sont rendues dépendantes de tout un tas de dispositifs et d'artefacts qui de toute façon, à horizon de 30 ou 40 ans, ne pourront pas continuer à fonctionner. Et j'en termine, puisque je suis en train d'énerver tout le monde, donc autant que je fasse un package. La question du train, par exemple, du ferroviaire, qui serait vertueux environnementalement, bah oui, effectivement, c'est un peu mieux que l'EasyJet à 30 balles pour aller là-bas et ne jamais revenir, mais voilà. Il est clair qu'on n'a plus les moyens, en termes énergétiques, de faire tourner les trains à 50 ans. On n'a plus les moyens. En termes de production d'acier, ça ne suit pas. En termes de production énergétique, ça ne suit pas. Donc on peut continuer à discuter des heures et à mettre en programme le fait que le ferroviaire, il faudrait réouvrir des lignes, il faudrait absolument se déplacer de plus en plus en train, que la fermeture des gares est un drame collectif. Si véritablement on a un minimum de connaissances en termes de projection écologique, je parle bien des ressources de production, ce truc-là ne tient pas, ça ne passe pas. Il va bien falloir revoir nos mobilités. Voilà. Et je suis désolé, mais un petit véhicule de 1995-1996, en l'occurrence une petite Golf Volkswagen, qui est à peu près bien structurée, équipée, qui tourne au fossile, mais utilisée modestement, un peu partagée dans le cadre de mobilité qui serait un peu collective, c'est pas inintéressant aussi. Voilà, je me fais pas que des amis ce soir, d'accord ? Mais plutôt que le... C'est juste, Guillaume, je précise juste que dans le cadre de la ZFE, non, ça reste... La Golf, oui, non, ça reste possible. Avec la Golf ? Ouais, de 92. Ah putain. Moi, mes parents, ils ont une Polo de 92. Ça rentre aussi ? Il n'y a pas un bouton qui dépasse sur le tableau-bord, il y a encore la manivelle pour baisser, il y a encore à l'essence, et ben elle rentre dans les ZFE, elle fait partie de la dérogation, c'est une voiture de collection. Tout ça parce que tout ça parce que c'est pas long, ça tient un peu de choses quand même. Exactement, un conflit d'intérêt, ouais, mais... Il y avait les deux questions encore, allez-y. En fait, vous venez de répondre en grande partie à ce que j'avais demandé, donc ça va être rapide. Mais en gros, j'ai juste des études en aménagement du territoire en Suisse. Et apparemment, entre 2020 et 2023, la vague de critiques métropolitaine n'était pas encore arrivée à Genève. Mais dans le milieu universitaire que je connais peut-être, en aménagement du territoire, c'était pas du tout discuté, la critique métropolitaine. C'est plutôt venu des étudiants, mais il n'y avait pas trop d'espace pour pouvoir l'exprimer. Parce qu'en fait, tous les projets urbanistiques, même dans les branches de master qui sont plus régionales, se branchent sur qu'est-ce qui se passe en ville et dans la métropole. Et c'était assez difficile de faire des projets de territoire, on va dire, agroécologiques ou même de critique du périurbain ou de dire, en fait, en Suisse, si on arrête
à 100% complètement tout de suite l'étalement urbain, on va avoir des graves problèmes au niveau de la répartition de la population future. Et donc c'était des critiques qui ont fait partie de nos études. Mais donc, juste pour enchaîner, vu qu'on est des gens, nous sommes des gens dans cette salle avec une fibre écologique, je me demandais un peu qu'est-ce que les mouvements militants peuvent faire de plus que l'exécutif ou le citoyen moins alerte par rapport à cette question. Tout simplement parce que peut-être on est soit au courant avant, soit parce que est-ce qu'il faut être pionnier ruraux dans les Vosges alors que c'est pas très attractif aujourd'hui? Est-ce qu'il faut un peu prendre les devants? Est-ce qu'il faut faire des zones refuge pour les métropolitains futurs? C'est juste des pistes, hein, c'est pas une solution, mais voilà. Est-ce que les gens dans cette salle, dans 10 ans, ils seront toujours à Strasbourg? C'est pas sûr. Donc c'est un peu votre imagination, qu'est-ce qu'elle montre? Est-ce que tu veux poser ta question en même temps? Est-ce que ça rejoint plus ou moins ce qui a déjà été dit. Et puis, par rapport à ce que tu décris, réinvestir le monde rural, est-ce que le risque n'est pas d'être dans la poursuite d'une fuite en avant au vu du modèle prédateur auquel on contribue tous, malgré nous sans doute, mais on contribue tous, et est-ce qu'on risque pas d'en remettre encore une couche supplémentaire et d'avoir un effet cumulatif, un peu que vous décrivez sur les énergies. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quels effets sur le vivant. Parce que le vivant, il se trouve quand même principalement là-bas, en dehors des territoires métropolitains. Alors il y a peut-être un espoir, et tu l'as cité, c'est ces mouvements qui sont en train de se constituer, qui sont des mouvements qui se réapproprient la politique, et je note régulièrement la question de la place du vivant. Donc c'est peut-être effectivement un point commun, un espoir. Et donc ma question, c'était de savoir par rapport aux expériences que tu as décrites ou qui existeraient, comment cette question de la place du vivant elle est considérée par rapport à une forme de modèle qui pourrait être plus vertueux, Je vais juste réagir sur le vivant qui est plus en dehors des métropoles que dans les villes. Je veux juste apporter une petite nuance. Je rappelle quand même à Strasbourg, on a 15% du territoire du banc communal qui est classé en réserve naturelle nationale à Strasbourg. Je rappelle qu'on est en train de redécouvrir et de libérer les sols, juste avec de l'agriculture biologique, avec du décroutage. Moi, dans les réserves naturelles, on a décrouté 6 hectares de route pour reprendre. On a un programme scientifique qui s'appelle Perméasol, Solonville, etc., sur la renaturation et le retour, ce que nous on appelle la libération des sols et le retour au sol. On bataille sur la mise en libre évolution des forêts municipales dans le massif vosgien. Et donc on bataille aussi sur la libération du vivant. Et donc, je veux juste un peu nuancer ce que tu as dit, Marc, c'est que, tu vois, que c'était macro, mais que, nous, nos efforts, c'est aussi de faire en sorte que les thématiques là qu'on a et que les modes de consommation et de production qu'on peut avoir soient remis en cause, etc. Ça n'empêche pas qu'on ait le débat macro qu'on a, mais on a quand même, on essaye de tenir compte d'un certain nombre d'enjeux et de les concrétiser, y compris à Strasbourg, surtout à Strasbourg. Du coup, je pars du vivant pour revenir à la question. La question du vivant, elle est matricielle dans toutes les alternatives. Habiter autrement la Terre est un des communs qui est recherché. Et alors pourquoi la question du vivant? Ça me permet de répondre aussi à la question de on va tout dézinguer, on va tout coloniser si jamais on ne prête pas attention à la question environnementale. Pourquoi la culture du vivant pourquoi le vivant est matriciel? Parce qu'effectivement, il y a des affects qui ont été meurtris dans les espaces métropolitains, des sentiments de fatigue, d'étouffement, de saturation, ça traverse les enquêtes. Et que la nature, de manière fantasmagorique, un peu romantisée, est
un salut ou en tout cas une modalité. Mais alors du coup de quoi ? Eh ben, la crise écologique est une crise de sensibilité, c'est une crise d'attention, hein, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à cohabiter, on n'a pas fait communauté terrestre, et là, dans toutes les alternatives, que ce soit par la terre que l'on va cultiver, par le petit jardin qu'on va transformer en potager, par du bioclimatique pour lequel on va faire un woofing ou un chantier partagé, quelles que soient les modalités d'entrée, la question de s'unir autrement et de faire multinaturalité plutôt qu'universalité est posée directement. Mais ça passe généralement par déjà atterrir quelque part. Donc choisir un lieu. Et généralement ce lieu, égorgé ou pas de vivant, mais est un espace de nature tel que nous on pourrait le définir de manière un peu éloignée. Donc ça me permet de rebondir sur la première question. Des enquêtes sortent maintenant sur la question du télétravail. Qu'a-t-on dit sur les télétravailleurs qui, moyennant un numérique qui n'est pas bon conseiller pour l'environnement non plus, aller ouvrir leur petite résidence, être dans la birésidentialité et utiliser un TGV pour peu qu'encore les TGV soient amenés à rouler ou arriver à l'heure. Je ne devrais pas dire ça. Le TGV soit amené à rouler. Et ben, les enquêtes en ont montré que le fait même d'aller dans une résidence, les télétravailleurs sont généralement bien dotés. Je ne suis pas en train d'en défendre, on va dire, le groupe social ou la logique ou l'éthos de classe derrière. Mais le fait de changer d'environnement fait changer les mentalités. Et que les télétravailleurs, qui initialement étaient plutôt dans la commodité, sont en train de s'ouvrir parce que l'espace qu'ils ont réouvert ou duquel ils télétravaillent, eh ben, ont un autre rapport à l'environnement. Et se mettent au potager. Et commencent à penser la sobriété. C'est un truc de malade. Ça veut donc dire qu'on confirme ce que la phénoménologie et sa philosophie a démontré, mais depuis belle lurette, le lieu qu'on habite détermine la vision qu'on a du monde. Oh, merci. Du coup, le fait de télétravailler d'ailleurs, même dans un rapport de commodité et de fonctionnalité, change le rapport que l'on peut avoir à l'altérité, à l'extériorité, au voisinage, à la riverainité et aux vivants qui peuplent cet environnement-là. Donc oui, la culture ou les cultures du vivant sont matricielles. Depuis les soulèvements de la terre sur la question des méga-bassines, jusqu'à des petites zones de refuge où des gens qui, de manière très discrète, vont ouvrir ou réouvrir un lieu ou simplement s'installer de manière un peu illégale dans de l'habitat léger et mobile qui n'est pas toléré par la réglementation locale. Ça va ? Ce qui me permet du coup d'aller vers monsieur sur... alors c'est marrant parce qu'effectivement l'université en Suisse est allée tranquillement, mais à peu près au même rythme que la France. Mais bon, ça fait 2 années qu'il me demande d'intervenir dans le cadre d'un débat contradictoire à l'université de Genève sur la question de la métropolisation. C'est pas pour dire que je suis, comment dire, le fer de lance de la critique, hein, on est plusieurs, mais c'est un débat, on est toujours plusieurs à table ronde, donc grosso modo ça veut dire que c'est en train d'arriver. On a un problème avec l'aménagement et l'urbanisme, soyons clairs. Voilà. 30% des enseignements sont à destination des journalistes et des aménageurs. On forme aujourd'hui des petits Prométhées en culotte courte. Soyons clairs aussi là-dessus, c'est-à-dire que l'urbanisme tel qu'il est enseigné, je mets tous mes collègues là-dedans, dans une majorité, on est encore dans une logique de projet, dans une logique de croissance, dans une logique de développement. Alors que les étudiants de plus en plus appellent à désurbaniser, à ralentir un peu et à voir autrement les métiers et se posent plein de questions sur leurs propres débouchés, peut-être dans les ruralités. Donc il faudrait peut-être arrêter d'employer les urbanistes dans la métropole et les former à l'idée qu'ils puissent intervenir dans d'autres mondes un peu moins bétonnés. Voilà. Mais ça c'est aussi de notre ressort en tant qu'enseignant. Et du coup, là où ça éclot, bah justement prenons cet exemple-là, il y a de plus en plus d'urbanistes qui se constituent en collectif pour aller dans les ruralités, faire métier autrement. Voilà. L'exemple, il y en a des dizaines, mais regardez ce que Hameau Léger, par exemple, fait. Hameau Léger, que l'on retrouve en Bretagne, mais qui était ailleurs avant, et qui en fait est un collectif de jeunes aménageurs urbanistes qui vont aider les localités, petites, dans les ruralités, à essayer d'accueillir de l'habitat léger et mobile, parce que les ruralités n'ont pas les compétences, voilà, les yurts, toutes ces choses-là, n'ont pas les compétences techniques et l'ingénierie territoriale pour pouvoir porter ce type de projet. Des exemples comme ça, les écoles du vivant, les écoles de la terre, les écoles de nature sont en train d'éclore de partout. Eh bien, c'est une autre voie, mais je ne dis pas qu'elle est incompatible, hein, que celle des soulèvements de la terre ou des grands mouvements qui sont essentiels. Hein. Voilà. Ceux qui bifurquent, les désertes heureuses, etc., sont des mouvements qui aujourd'hui, de la jeunesse, proposent des alternatives assez radicales. Voilà. Donc, moi, à votre place, je serais... Enfin, il me semble que de ce que j'observe, il y a un peu d'espoir. Voilà. Mais peut-être pas depuis le cœur des métropoles. Sur les tiny house, je plus sois ce que tu viens de dire, hein, parce que je travaille depuis 2 ans et demi, début du mandat quasiment, sur l'accueil d'un collectif de tiny housers à Strasbourg. Incroyable, hein, la complexité.
avant de proposer une synthèse, parce qu'on a déjà dépassé l'heure, juste un petit point logistique. Il faudra remettre la salle au propre, faire la vaisselle, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas encore réglé, Gaëtan est encore là. Les personnes qui sont juste venues assister à la conférence, il faut quand même adhérer à l'association, c'est des questions de sécurité et tout ça. Ok. Philippe vous fera aussi encore un petit mot après mon intervention. Si, sur le rester en lien, etc. Et un mot sur les décarboneuses. Ça, je peux, ouais. Enfin, voilà, tu vois, tu fais ce que tu veux. Un petit point quand même un peu important, à chaque fois qu'on parle du vivant, de la nature, etc., il faut se rendre compte que c'est notre seule assurance vie. Je pense que tout le monde est au clair ici. Voilà. La question aussi souvent qu'on se pose, c'est mais de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre soin ? Du sol, de l'eau, de l'air, de l'arbre, des plantes, du vivant. Moi j'ai envie de vous proposer que la chose la plus précieuse qui nous file entre les doigts, qu'on ne peut pas retenir et dont nous avons une responsabilité collective, c'est le temps des vies humaines. Je ne veux pas y répondre, je veux juste que vous y réfléchissiez en fait. Et ça pose du coup la question de, vous savez quand même, vous pouvez trouver ces images dans les archives de l'INA. Monsieur Emmanuel Macron, qui est le président de notre République, a déclaré que pour poursuivre la révolution verte, qui a transformé notre industrie alimentaire, agro-industrie, grâce à la révolution mécanique et chimique, il nous propose de poursuivre avec 3 autres formes de révolution, robotique, numérique et génétique. Donc on ne répond pas au problème, on l'aggrave. Vraiment, allez vérifier. Hein. Sur les notions d'agroécologie, et si on repose la question de prenons soin de nos vies humaines et la question de la subsistance, la matérialité de nos corps, elle n'est pas anecdotique. Les études les plus sérieuses, sachant qu'aujourd'hui les agriculteurs, les paysannes et les paysans, ils sont moins nombreux, mais allons-y, ils sont un peu moins d'un demi-million en France. On est en train d'imaginer une agriculture sans agriculteurs. Alors qu'il nous faudrait, si on veut vraiment faire cette transition en agroécologie, au moins 2 millions d'hommes et de femmes qui retournent à la Terre. Idéalement, 10 millions. Il n'y a pas de coexistence possible entre l'agro-industrie et l'agroécologie. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de coexistence possible avec l'agro-industrie et les vivants, que nous sommes, nous aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce que je pense de cette irresponsabilité, ni même de son caractère possiblement criminel. Voilà. Et bien, il va falloir nous organiser autour de la question de la subsistance, parce que la question a été posée. Sachez qu'il y a un mouvement qui s'organise, pas qu'en France, mais qui prend pas mal d'ampleur sur le droit à l'alimentation. Nous avons toutes et tous besoin de manger, tous les jours. Il y a aussi une conférence qu'on a enregistrée, qui a été faite par Mathieu Delmet, une conférence gesticulée, qui est ingénieur agronome et qui a quitté son école à la fin, qui a dit « je ne garde pas le diplôme, je vais aller faire autre chose ». Et donc il a organisé depuis qu'il est sorti de l'école ce mouvement autour de droit à l'alimentation, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, et de se dire prenons au pied la lettre, la proposition de Guillaume, organisons-nous en dehors des instances qui existent déjà et saisissons-nous de cette question alimentaire pour en faire démocratie. J'entre pas dans les détails, vous trouverez aussi pas mal de choses sur Internet. Et c'est peut-être la dernière chose sur laquelle moi j'ai envie de terminer, c'est sur cette question de la valeur qui a été posée plusieurs fois, la question des métiers, du travail et de l'emploi. Ne confondons pas tout. Du travail, il n'en manque pas en fait. Sachez-le, sur les questions des transitions, de répondre à nos subsistances, à la manière dont nous allons habiter le monde. Nous n'aurons jamais autant de travail que ce qui nous attend en fait devant nous, en termes de perspective. Par contre, celles et ceux qui aujourd'hui sont les tenanciers de la maison et qui tiennent les cordons de la bourse ne sont pas de notre côté, et j'en veux pour preuve que soit ils nous vendent qu'ils vont aller habiter sur Mars, soit ils créent des, je ne sais pas comment les appeler, des terriers de 400 mètres carrés avec piscine, etc. sous terre, des bunkers villes. Donc ces gens qui nous vendent le futur, voilà leur contre-proposition. Ça va pas être simple, ça va pas être facile, mais un autre chemin est possible, une autre voie est possible en fait.
Et elle peut partir d'ici des villes, certes peut-être pour les déménager, voire les démanteler. Et on vous propose de rester en lien. C'est pour ça qu'il y a une feuille qui circule. Et je vais laisser Philippe terminer. Ok, donc moi je vous passe encore 2 pages de pub. La première concerne les décisions politiques dont on a un peu parlé aujourd'hui. Donc il y a eu des expériences intéressantes qui ont été réalisées par une association qui s'appelle le CRD, les Citoyens pour le Renouveau Démocratique. Ils ont proposé à Clermont-Ferrand et à Rennes, dans les années 2021-2023, un dispositif qui est très proche de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire, vous voyez, des gens qui sont tirés au sort parmi la population, travaillent sur un sujet avec des experts pendant quelques mois, font un certain nombre de propositions aux décideurs qui s'entorchent. Ça, vous voyez à peu près, c'est comme ça que ça s'est passé pour la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Pas vrai. Non, t'as déjà pas. Ok, c'est ce que j'en ai retenu. Ce qu'a fait les conventions, les citoyens pour le renouveau démocratique, c'est qu'ils ont lancé un processus identique dans 2 villes et ils ont proposé aux conseillers municipaux, en l'occurrence, de venir rejoindre la table des citoyens à la fin, quand les propositions étaient mûres. Et toutes les objections qui ont été faites, à la fois par les citoyens mais aussi par les élus, ont été levées une à une. Résultat, 100% des propositions qui sont sorties de ce dispositif ont été adoptées par le conseil municipal à quasi l'unanimité du conseil municipal, ce qui est plutôt rare, Marc. Donc, c'est quelque chose qui a marché dans 2 villes. Maintenant, le projet des CRD, c'est de créer les décarbonautes. C'est un mouvement qui s'appelle décarbonautes. Donc, c'est de refaire, eux, ils appellent ça une assemblée de codécision, mais au niveau national, où les élus invités à participer, ce seraient des parlementaires, sénateurs, ministres, pourquoi pas. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. On peut trouver toutes les informations sur le www.lesdécarbonautes.fr. La deuxième page de pub est beaucoup plus locale. Donc c'est Bifurc, avec un Y et un K. Donc c'est un dispositif d'accompagnement et de financement pour des gens qui ont envie de bifurquer. Il y en a une là-bas au bout, qui est en train de partir, Perrine. Bon. Je pense qu'elle va rester encore, Perrine. tu parles pas tout de suite, on parle de Bifurc. Tu veux nous dire 2 mots sur Bifurc, Perrine? J'étais en train de parler. Pardon. 2 mots sur Bifurc. Je suis en train de suivre le processus pour, comme tu le dis Philippe, bifurquer. En tout cas, bifurquer de manière peut-être économique et professionnelle, parce que ça fait sans doute longtemps pour les personnes qui sont là-dedans. On essaye de bifurquer. Donc Bifurc, ça consiste en un programme d'accompagnement pour les personnes qui ont envie de créer leur activité professionnelle qui soit en résonance avec une sensibilité écologique par rapport aux enjeux actuels et du futur, et qui puissent développer en fait leur activité en devenant professionnel d'un secteur qui n'est pas forcément viable à l'heure où on rejoint le programme d'accompagnement. Et donc ça consiste entre autres, un financement participatif qui sera mis en place sans doute dans les prochaines semaines, prochains mois, pour accompagner ces personnes qui veulent transiter bifurquer, pour pouvoir financer un premier temps d'activité professionnelle. Le financement participatif consiste en 3 parts, une part citoyenne, une part publique, on a des syndicats qui sont dans le dispositif, et une part privée auprès des entreprises, où chaque bifurqueur doit démarcher un certain nombre d'entreprises et ensuite lancer sa campagne pour pouvoir faire en sorte de rassembler une somme d'argent qui permettra de développer son activité. Je ne sais pas si c'était ça la question de Bifurc, en tout cas c'est un peu le cœur du projet. Et donc on est plusieurs actuellement à essayer de développer cette démarche-là pour, on l'espère, pouvoir lancer nos activités qui sont des activités qui répondent selon nous, mais selon aussi d'autres critères, à ces enjeux-là du vivant, de l'écologie et de la question des liens humains à travers les emplois actuels et à venir. Merci. Et on peut rajouter qu'on a obtenu 50 000 € de l'Eurométropole de Strasbourg pour lancer les premiers financements de 5 à 10 porteurs de projets pour ce début 2024.
Merci. Et là aussi, notre site devrait être en ligne à partir de avant la fin de la semaine. Ouais, On l'attend impatiemment. J'ai vu le mail passer. Merci à vous. Merci à vous. Merci.